Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. On continue nos post-mortem aujourd'hui avec le post-mortem du finaliste de conférence à l'Ouest, le finaliste malheureux. Ce sont les Minnesota Timberwolves. Pour parler des Minnesota Timberwolves, j'ai avec moi, comme c'est incroyable, celui qui était avec moi pour les finalistes de conférence à l'Est. Est-ce que ces deux podcasts ont été enregistrés successivement? La réponse est oui. C'est Constant. Comment ça va, Constant, depuis 1h30? Comment ça s'est passé? J'espère qu'ils ont été enregistrés à la suite parce que sinon ça veut dire que ça fait, je sais pas, au moment où vous écoutez 24 heures que je porte la même chemise. Donc là, il faudrait peut-être commencer à s'inquiéter, effectivement. Non, mais ça va très nettement. Oui, bon, on est là pour parler d'une équipe que certains pourraient croire que je ne porte pas forcément dans mon cœur en tant que supporter de KC. Disons que c'est pas l'équipe effectivement que je préfère ou que j'ai le plus envie de supporter. Ils ont pas forcément la superstar que je préfère le plus. Ça, je pense que ça commence à se savoir un petit peu. Mais voilà, il y a plein de choses intéressantes à dire malgré tout sur ces Wolves. Et puis, encore une fois, c'est un finaliste de conf qui a sorti le champion en titre. Donc, c'est quand même une équipe qu'il faut respecter, qu'il faut prendre au sérieux, même lorsqu'il s'agit de poser des interrogations sur ses post-mortem. Sorti le champion en titre et qui a balayé une équipe qui, certes, des Suns arrive avec beaucoup de questions, mais un coup de balai autoritaire au premier tour, effectivement. Mais on va revenir sur le parcours en playoff des Wolves. Vous le savez, c'est la trame habituelle des post-mortem. Avant ça, vous le savez aussi, le petit rappel obligatoire, les plateformes de podcast, n'hésitez pas à vous abonner, et également sur YouTube et sur Twitter. On le rappelle à chaque fois. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce rappel-là, parce que ça aide beaucoup. Si vous nous mettez 5 étoiles, si vous vous abonnez, ça aide vraiment beaucoup le podcast à se développer, à progresser. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire. Je vous avoue que moi aussi, quand j'étais de l'autre côté, je notais jamais les podcasts. Maintenant, je les note de manière systématique. Voilà. Ça, tu vois, Constance, je joue sur la fibre émotionnelle de l'audimat pour les amener à nous mettre 5 étoiles. Ce qu'il vous dit pas, c'est il note les podcasts, mais tous les podcasts de joueurs, il met 1 étoile. Parce que il y a celui de Paul George globalement que t'aimes bien, Ben, et puis après tout le reste t'aimes pas. Alors, faudrait faire un espèce de grand sac où tu mets tous les podcasts de joueurs, de grande marmite où tu mets tous les podcasts de joueurs, tu touilles et t'en ressors un exclusif. Merci, parce que sur dans le hit parade, il y a quand même le Iguodala Turner qui avait des promesses. Il y avait des promesses. Je me dis Iguodala Turner, j'y crois. Oh là mon Dieu, j'ai écouté 2-3 trucs nuls, horrible, vraiment. Comment c'est possible? Donc voilà. Donc effectivement, je rejoins cette tech qui en fait, tu as juste pioché dans mon cerveau pour trouver ma tech. Mais effectivement, les podcasts de joueurs, il y en a certains qui n'ont aucune utilité. Je ne dis pas que notre podcast a une utilité, mais je parle plutôt d'une vision, d'un angle ou d'une manière de proposer du contenu. Je trouve que certains podcasts de joueurs en manquent beaucoup. La seule promesse étant, je suis un joueur, je parle. Bon. Pas toujours très bon le joueur en plus. Pas toujours très. Et pourtant, c'est pas toujours les meilleurs qui font les meilleurs podcasts. Passons. On commence, Constant, avec le récap de la campagne des Wolves en playoff. Donc, campagne de 3 tours, victoire au premier tour contre les Suns, on l'a dit, victoire au deuxième tour dans une des séries marquantes de ces playoffs face aux Nuggets, et défaite assez expéditive, 4-1, avec notamment un match 5. Et si Constant, on faisait ce qu'on n'a jamais fait pour l'instant, c'est démarrer par la fin et entamer par ce match 5 qui est... j'ai pas de qualificatif, mais honteux, ça serait peut-être un peu trop fort. Inhabituel vis-à-vis de ce que cette équipe a montré en termes de caractère. C'est tellement bien dit. Vas-y, Constant. C'est inhabituel. C'est-à-dire que les Wolves, ils ont pas toujours, ils ont face à Denver. Tiens, je vais prendre l'exemple pour illustrer. Face à Denver, ils sont menés 3-2. Match 6, ils réagissent. Et le match 7, même à moins 18, même à moins 20, ils continuent d'appuyer sur l'accélérateur et ils continuent de rien lâcher. Quand bien même c'était pas forcément du très beau basket qu'on voyait offensivement du côté de Minnesota, mais ils ont rien lâché. Là, c'est même inhabituel vis-à-vis de la série parce que le match 4 face à Dallas, franchement, on n'était pas beaucoup à les voir remporter ce match et ils remportent ce match
dans des circonstances qu'ils n'ont pas réussi à faire sur les 3 premiers matchs de la série, à savoir un match serré où ils gèrent relativement bien, on va dire, le clutch avec notamment un gros tir d'Anthony Edwards pour un petit peu plier l'affaire. Donc là, tu te dis potentiellement, elle va revenir au Target Center dans une ambiance dans une grosse ambiance avec la possibilité d'étirer la série et de mettre un petit peu Dallas face à son destin, en tout cas dans une situation où ils se doivent absolument de remporter le match, où ils ont grillé suffisamment de jokers pour ne pas pouvoir en griller un supplémentaire. Et en fait, non, dès le premier quart, dès le premier quart du match 5, c'était Luka Doncic, il a plus de points sur le premier quart que l'intégralité des Wolves. Donc c'est un petit peu embêtant à ce moment-là. Disons qu'à la fin du premier quart, il y a 20 Luka Doncic, 19 Minnesota. C'est un petit peu embêtant. Le premier carton de Luka, si on fait un power ranking des cartons en playoff cette année, il est top 5. Là, une espèce de et il est pas 5e. Une espèce de domination totale. Et c'est vrai que je dois t'avouer que si on devait résumer un peu ce qui a fait la force de ces Wolves sur cette campagne de playoff, il y a cette volonté de montrer du caractère et rien. Enfin, et ça, c'est un truc que beaucoup d'analystes, écoutant des podcasts suite à cette défaite, beaucoup l'ont relayé, même parmi ceux qui étaient dans la salle, qui ont dit il s'est passé un truc où en fait, ils se sont pris une avalanche de Luka au premier quart-temps et que ensuite, alors par conscience professionnelle, perso, j'ai regardé tout le match, mais tu sentais que les Wolves étaient pas vraiment là et même quand il y avait des mini-runs, il y avait un truc qui était cassé et que c'est tellement inhabituel pour cette équipe qui a montré du cœur tout du long. Et je reviendrai même plus sur les joueurs en tant que tels. Constant, c'est le déni d'intensité. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'intensité dans ce match qui est fou pour une équipe qui, alors oui, t'es mené 3-0, tu reviens à 3-1, et oui, la qualification semble difficile, mais c'est tellement peu habituel. Est-ce que tu as une explication pour ça, Constant, ou est-ce que les billets pour Cancun étaient déjà réservé après le match 3, je sais pas. Non, mais pour le dire autrement. Parce qu'il y a le match 4, encore une fois. Si c'était pris le premier quart sur le match 5, qui se prennent, si ça avait eu lieu au match 4 à Dallas, j'aurais compris que ils se disent, bon, allez, on lâche les chevaux, ça y est, allez, fin de saison, bon, tant pis, c'est comme ça. Là, pour le coup, je sais pas, ils ont été sonnés par ce premier quart de Luka Doncic, sachant que tu faisais le power ranking. Déjà, le premier quart de Luka Doncic sur le match 2 face à OKC, c'était déjà quelque chose en termes de performance sur un carton. Donc, je sais pas, il y a eu un... Disons, ils sont dans le théorème des Suns, encore une fois. Si on critique les Suns, et c'est déjà arrivé une fois face à Dallas aussi, donc il y a peut-être un lien, en fait. Je pense que Luka Doncic va faire perdre les moyens des équipes adverses, mais... si on critique les Suns 2 années de suite pour se faire éliminer à domicile sans réellement montrer de velléité de se battre, il faut un petit peu taper sur ces Wolves aussi. Quand tu vois que sur la première mi-temps, t'as Towns qui a 10 tirs tentés, t'as Edwards qui a 9 et à 7, t'as Gobert. Bon, c'est témoin d'un manque peut-être de leadership, ou en tout cas d'un manque de responsabilité qu'a pu avoir cette équipe, mais ouais, je sais pas, il y a eu ce côté où c'est une équipe qui a sombré sur le premier quart-temps et qui n'a jamais réussi à trouver ce second souffle de dire, OK, on a pris un gros coup de poing, on a pris un uppercut dans la tronche sur ce premier quart-temps, mais on se relève et c'est à nous de rendre les coups à cette équipe de Dallas. Donc, ils n'ont pas été aidés par leur attaque qui était quand même un petit peu catastrophique, notamment leur adresse à 3 points où ils sont à 2 sur 12. C'est vrai qu'il y avait ce manque d'intensité, surtout que les Wolves, en termes d'intensité, surtout défensivement, on est peut-être sur la meilleure équipe NBA, hein, très honnêtement, que ce soit sur les playoffs ou que ce soit sur la saison régulière. Et là, je sais pas, ils avaient peut-être aussi une explication, un peu moins tactique, mais ils avaient peut-être aussi plus de jus, hein, honnêtement, parce que quand tu dépenses pas mal sur la série face à Denver, qui est une série longue, mais qui est une série très intense où tu dois faire beaucoup d'efforts, notamment défensivement, peut-être que tu avais tout simplement plus d'essence dans le réservoir. C'est vrai que on l'avait nous aussi noté entre nous dans certains moments en voyant Anthony Edwards complètement carbonisé et en voyant d'autres joueurs de l'effectif. Il y a peut-être cette dimension de fatigue. Pour revenir sur le reste de la campagne de playoff, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? On en a beaucoup parlé de ces Wolves en playoff quand on avait fait un point sur les demi-finales de conférence, quand on avait fait le post-mortem Suns, qu'on a fait le post-mortem
Nuggets, on a beaucoup parlé d'eux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit que tu souhaitais mettre en avant par rapport à cette équipe? Globalement, je pense que tout a été dit à peu près sur ces Wolves, mais j'ajouterais quand même un petit peu la big picture, comme j'avais dit pour Indiana, c'est que quels étaient ceux qui prévoyaient ou qui pronostiquaient que les Wolves allaient se retrouver en finale de conférence. C'est-à-dire que là aussi, le post-mortem, on va vous le spoiler tout de suite, il va globalement être assez négatif parce que les perspectives d'avenir sont pas les plus radieuses du côté de Minnesota, surtout financières. Mais c'est une équipe qui, comme Indiana, je trouve, est un peu... en tout cas, vis-à-vis de la perception qu'on a pu avoir des Wolves, pas forcément financièrement, que ce soit en termes d'assets, mais sur la perception globale des Wolves, qui est en avance sur le calendrier. C'est-à-dire que c'était une équipe l'an dernier qui se battait sur le play-in et qui a conservé le même effectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrivée majeure. En gros, cette équipe, elle commence un petit peu à turn the corner. Alors, je sais pas trop comment... Je fais beaucoup d'anglicisme, mais je sais pas trop comment... Celui-ci, il est dur. Ouais, je sais pas. Passer une vitesse, passer un cap. Trouver un cap, ouais, ou passer un cap. Elle a commencé à vraiment trouver son rythme de croisière à partir du moment où ils échangent d'Angelo Russell pour récupérer McConley à la trade deadline de 2023. Et à partir de là, c'est une progression, c'est des automatismes qui sont créés, c'est de la progression interne, etc., etc. Mais voilà, quand on avait dit sur ces Wolves que c'était une équipe qui défensivement était élite, mais qui offensivement avait beaucoup d'incertitudes, c'est une équipe qui a été en mesure de sortir des Suns. Et même là, sur ces Suns, enfin, moi j'avais pronostiqué Phoenix vainqueur. Et je pense que les Wolves étaient favoris, mais n'étaient pas non plus. Voilà, ils n'étaient pas non plus large favoris. Ils ont démantelé ces Suns. Alors oui, les Suns étaient moins forts que ce qu'on avait vu, notamment sur les 2 dernières semaines de saison régulière. Les Wolves ont eu quand même. C'est-à-dire que les Wolves, ils ont eu sur les 6 premiers matchs, et je vais le dire rapidement parce que j'ai déjà dit dans le podcast avec Adrien sur les finales de conf, mais les 6 premiers matchs de playoff, le sweep face aux Suns et le 2-0 face à Denver, c'est le moment où toutes les craintes qu'on avait offensivement se sont évaporées parce que tu avais le shot-making d'Anthony Edwards. Et forcément, quand tu as un truc qui se produit pendant 82 matchs, qui disparaît pendant 6 matchs, c'est difficile de pronostiquer le bon choix. Donc... disons que au moins ils ont réussi à ne pas couler face à Denver à partir du moment où le shotmaking avait disparu. Et je pense que ça, c'est bien plus preuve de leur capacité en tant qu'équipe à réagir et la capacité à être compétitif au haut niveau. C'est beaucoup plus important pour la suite. Ces 3 derniers matchs, en tout cas le match 6 et le match 7, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus illustratif de leur capacité à être compétitif sur le haut niveau que ne l'étaient les 6 premiers matchs où tu avais énormément de shotmaking, ce qui n'arrivera peut-être pas tous les ans. Peut-être tant que tu parles big picture, même si on fait plus ou moins, vous remarquerez que la trame des post-mortem évolue au fil des épisodes. On fait de moins en moins le point où on est dans le projet, moi plus par rapport au projet, pour revenir un peu et remonter un peu dans le temps, au moment notamment du trade de Rudy Gobert, on avait dit que bon, l'objectif c'était peut-être pas eu de manière définitive de jouer le titre, mais peut-être de se permettre de passer 1 ou 2 tours, et ça avec en regardant dans le rétroviseur, il n'empêche que c'est une équipe qui a connu ses premières finales de conférence depuis 2 décennies, et ça, quoi qu'on en dise, même si tu l'as dit, le portrait qu'on fera de l'avenir de cette équipe dans le post-mortem sera peut-être un peu négatif, on va être honnête, c'est un gros point positif, et même avec une équipe qui a pique peut-être trop tôt. Alors il y a ce truc, c'est plutôt parfois dans les saisons de foot US ou foot plutôt en Ligue des Champions, où il y a cette notion de pic de forme. Le pic de forme des Wolves n'est peut-être pas passé au bon moment. Après, bon, je vais pas disserter là-dessus, parce qu'on peut aussi se dire que s'ils piquent pas si tôt, peut-être qu'ils vont pas jusqu'en finale de conf. Mais en tout cas, il y a cette notion là de se dire que avec le recul, tu as fait une finale de conf, et à l'Est, justement à l'Ouest, ça vaut quelque chose. À l'Est, ce sera quand il y aura l'expansion avec les nouvelles franchises, quand il faudra délocaliser une franchise de l'Ouest, ils mettront les Wolves à l'Est. Non, mais sur ça, oui, effectivement, il y a ce côté où on va dire que ça confirme, ou en tout cas ça montre que le trade de Rudy Gobert n'était pas une erreur. Et encore une fois, un truc que je trouve intéressant sur les équipes où on a fait 2 post-mortem, regardez le post-mortem qui a été fait l'an dernier sur les Wolves et regardez celui qu'on fait aujourd'hui.
et constater le chemin parcouru en l'espace d'une année. Il est quand même assez conséquent. Et je pense que même si on est négatif, il ne faut pas négliger, malgré tout, l'énorme chemin qui a été parcouru entre le post-mortem de l'an dernier et le post-mortem de 2024. Alors, c'est notre deuxième saison de post-mortem. Le Wolves l'année dernière est le plus morose de tous pour l'instant. Le Wolves de la saison 1, c'est le post-mortem le plus morose qu'on ait fait, je pense. Alors, il faudrait faire un power ranking de la morosité. Mais je pense que, clairement, on salue Amine, il était difficile, celui-ci. Commençons, Constant, avec la première question. Et tu me susurrais à l'oreille que, justement, Bobby Marks d'ESPN avait cette même question. Il y a cette question vraiment centrale qui est spécifique aux Wolves. C'est une question qui se pose nulle part ailleurs actuellement. Très simple. Qui prend les décisions dans cette franchise, Constant? Ah ouais, j'étais obligé. Enfin, honnêtement, tout part de là. C'est-à-dire que Bobby Marks a ouvert sur ça, mais on est obligé d'en parler. C'est qui c'est qui prend les décisions du côté du Minnesota, quoi. Parce qu'on ne sait pas, à l'heure actuelle, on ne sait pas qui prend les décisions. Parce que vous allez me dire, chers auditeurs et chères auditrices de Duck Hebdo, c'est Tim Connelly, c'est le GM de Minnesota qui prend les décisions. Mais, encore une fois, faut pas négliger l'aspect proprio qu'on a mentionné sur certains post-mortem et que moi j'aime bien. Tom et moi, disons, on est un peu les deux qui mentionnent l'aspect proprio plus souvent que la moyenne et peut-être on est un peu trop souvent à le mentionner, on va dire, sur le proprio, mais tout découle de là, bien plus que les positions du GM. Un GM peut très souvent se retrouver freiné par les considérations du proprio. Et justement, le micmac là du côté de Minnesota entre Glenn Taylor et le consortium de Alex Rodriguez et de Mark Lore, où on ne sait pas. Un coup, Glenn Taylor, il dit bon, c'est vendu, et puis un coup, il fait bon non, j'ai pas envie, tout bien réfléchi, j'ai pas envie. Donc oui, quand on voit ce qui avait fuité, alors attention encore une fois à qui leak l'info et à qui profite le fait que l'info sorte. C'est-à-dire que quand, il me semble que c'est Shams qui avait sorti l'info où il y avait des tensions entre le consortium Rodriguez-Lore et Glenn Taylor, et que Glenn Taylor refusait de pleinement céder le contrôle des Wolves à ces deux lurons-là, à ce consortium, parce que Alex Rodriguez avait potentiellement dit que au niveau des salaires, il allait réduire le salaire pour transformer les Wolves en une équipe de la First Apron, donc 178 millions à peu près. En tout cas, First Apron, il me semble que c'est 178 millions. Donc attention, peut-être que Glenn Taylor a aussi profité de quelques rumeurs pour dire bon, je vais garder. Et en fait, tout bien réfléchi, la franchise des Wolves a énormément augmenté en termes de valeur marchande entre le moment où j'ai cherché à la vendre et le moment actuel, le moment présent. Donc peut-être que je peux gratter quelques, centaines de millions de dollars en plus à être réticent sur la vente, et peut-être que le consortium va allonger le chèque. Toujours est-il que c'est au détriment de l'équipe, en tout cas c'est au détriment de la franchise, parce que les Wolves, voilà, financièrement, je vous ai parlé d'équipe, dans les post-mortem que j'ai pu faire, je vous ai parlé d'équipe où financièrement c'était pas top. Les Clippers, potentiellement les Knicks, potentiellement, je sais pas, quelle autre équipe, c'était pas terrible, les Pels. Bon, les Wolves, les éclatent tous, on va pas se mentir, parce que là, encore une fois, d'après ce que dit Bobby Marks, les Wolves, selon les projections, seront à 75 millions de luxury tax bill, donc de factures de luxury tax sur la saison prochaine. Sachant que, et c'est ça qui me rend complètement fou, c'est que les Wolves, vous savez, quand Tom vous l'a bien expliqué sur les podcasts CBA, il y a la repeater tax, c'est-à-dire que quand vous êtes plusieurs années consécutives dans la luxury tax, le montant des pénalités est multiplié. Le montant des pénalités est multiplié et il est plus vous avez d'années consécutives, plus la multiplication est importante. Là, c'est leur première année. Ils sont déjà à 75 millions de luxury tax, c'est-à-dire que sur le montant dépensé par le propriétaire sur l'intégralité de la saison, l'an prochain, il y aura 33% des montants dépensés qui seront de la luxury tax comparé à la payroll. Et ça, je trouve ça déjà énorme. C'est déjà une équipe de la seconde apron alors qu'il y a 8 joueurs sous contrat. C'est une équipe de la seconde apron alors qu'il y a 8 joueurs sous contrat. Avec Denver et Phoenix, c'est les deux seuls, ce sont les 3 seules franchises à avoir 3 joueurs au max. Et là, pour le coup, c'est un peu le revers de la médaille du max d'Anthony Edwards. Il a été All-NBA. Par contre, les 12 millions, tu vas les sentir passer en termes de différence salariale. Et c'est ce que Bobby Marks avait aussi souligné.
c'est que globalement, tu es dans une situation où tu vas arriver sur l'impossibilité de transférer certains contrats. C'est-à-dire que même si le duo Alex Rodriguez et Marc Lore reprend les commandes de ces Wolves et ce sont eux les décisionnaires et qui décident de réduire la payroll à 178 millions. Le move le plus simple, ça va être potentiellement de trader Karl Anthony Towns. Sauf que Karl Anthony Towns, si tu décides de l'échanger, ça va déclencher le hard cap au niveau de la première apron pour les équipes qui vont le récupérer. Donc déjà, être hard capé au niveau de la première apron, c'est un petit peu problématique et les équipes vont pas forcément aller vers ça. Et puis surtout, je sais pas combien, il me semble que c'est 160 millions de dollars sur 4 ans. Sachant que c'est la première année, quelle équipe va investir autant sur Karl Anthony Towns et quelle équipe va être capable de faire ça. Donc oui, j'ai été assez long, mais pour moi le vrai problème et le premier problème avant de parler sur les finances, c'est qui est le proprio et qui prend les décisions du côté du Minnesota. C'était un peu lunaire, il y avait une séquence, je pense que tu te rappelles, Constant, justement au cœur de cette séquence ultra compliquée où à un moment Glenn Taylor semblait avoir le pouvoir, ensuite c'était le consortium, où il y a même eu un podcast de Dan Moore qui est un mec qui suit, qui a un podcast sur les Wolves, qui a reçu Alex Rodriguez à un moment, et je me suis dit mais où on est? J'ai écouté une partie de cette émission-là à un moment, je me suis dit mais où on est à des batailles comme ça pour le contrôle d'une franchise NBA alors que la vente semblait être actée, mais rétropédalage, tu l'as dit, il y a un gros problème de prise de décision. Et là où c'est important, je pense que tu l'as bien fait, Constant, mais pour le résumer, c'est que on est face à une équipe qui a des problématiques financières. On serait face à une équipe qui, alors oui, ça aurait été problématique dans n'importe quel cas, de n'importe quelle situation. Mais là, on est face à une équipe qui va devoir faire des choix financiers à un moment, et même à très court terme, et savoir si tu es en face d'un propriétaire qui va être capable, qui aura les reins assez solides pour faire ses choix financiers et assumer des factures de luxury tax exorbitante, ou de l'autre un propriétaire comme ça semble être le cas, tu l'as dit, du consortium qui va couper court à tout ça, ça change un peu complètement le sportif du côté des Wolves. Je me permets de tout de suite basculer vers le deuxième point, Constant, parce que tu l'as déjà dit, il y a très peu de moyens de se renforcer, et j'irai même un peu plus loin pour retourner sur le terrain. C'est un peu la même critique, et c'est souvent une critique qu'on va faire, c'est que les moyens de renforcement, et c'est une critique qu'on a fait sur beaucoup d'équipes durant ces post-mortem, non seulement c'est cette difficulté de se renforcer, mais se renforcer comment? Parce que ce dont ils ont besoin, ce serait quoi? Ce serait de la création, peut-être sur le bas court, sans perdre de la viabilité défensive. Bonjour, avec ce qu'ils ont comme asset pour trouver ça. Ce serait du playmaking, ce serait ce qu'aurait dû être Montemoris, mais qui n'a pas fonctionné. Je pense que le playmaking en sortie de banc est un réel défaut chez ces Wolves. Après, même le playmaking de manière globale a été un défaut, mais a été gommé par potentiellement un Kyle Anderson qui s'est retrouvé avec plus de minutes sur la série face à Dallas parce qu'il fallait défendre Luka Doncic. Mais c'est une problématique, c'est que comment tu peux augmenter l'effectif, enfin comment tu peux améliorer l'effectif en étant complètement bloqué au niveau financier, parce que j'ai dit 160 millions pour Karl Anthony Towns sur 4 ans, je l'ai vérifié, c'est pas 160, c'est 221 millions sur 4 ans, donc il y avait quand même 60 millions de dollars de différence, donc au niveau des... voilà, donc ça pour le coup c'est un peu, c'est une grosse différence au niveau des salaires, mais ouais, ce qui est embêtant en fait pour ces Wolves, c'est que ils ont une payroll qui est très élevée, avec des joueurs qui sont très utiles et qui vont devoir être prolongés d'ici un an. C'est-à-dire que le cas de Naz Reid, par exemple, qui a été un facteur essentiel, notamment sur la série face à Denver, qui a été, j'en ai parlé dans le post-mortem sur les Pacers, si c'est pas TJ McConnell, c'est lui, le joueur de banc qui a été le plus productif et qui a été le plus valuable de toutes les équipes en playoff cette saison. Et Naz Reid, il a une player option l'été prochain, et vu sa valeur marchande, sachant qu'il prend moins de 10% du cap, je pense que c'est un joueur qui aura largement de meilleures offres ailleurs s'il venait à venir sur le marché des agents libres. Donc, tu peux pas forcément te renforcer, et au-delà de ça, la rotation des Wolves, elle est globalement sur 8 joueurs, quoi. Et c'est ça qui me pose un petit peu problème, c'est que tu es sur une équipe qui est au niveau de la seconde apron, parce que tu as 3 joueurs au max, et tu n'as que 8 joueurs sur lesquels tu peux vraiment compter. Tu n'as même pas de joueurs, un petit peu comme j'avais dit pour Indiana avec Jarras Walker, tu n'as pas vraiment de joueurs qui sont
des joueurs que tu as draftés haut ou que tu as draftés au premier tour, mais comme ils étaient encore un peu frêles pour réellement jouer en playoff, tu n'as pas fait jouer, mais sur lequel tu peux compter les années à venir. Là, t'as pas ça. T'as pas ça. Et je trouve que déjà l'extension de Mike Conley a été une première victoire pour eux parce que l'extension est à un montant très raisonnable. On est à 7% du cap. Mais par exemple, sur la question de Kyle Anderson, bah, c'est un joueur, on l'a vu, qui a posé certains problèmes et certaines difficultés lors de la série face à Denver parce qu'il apportait pas forcément le spacing. Sur la série face à Dallas, il a été plutôt utile. Même si voilà, il a le même, disons que son tir, c'est ce que Tom avait envoyé dans la conf de Kebdo. Est-ce que vous connaissez cette vidéo du robot chinois qui fait un tir parfait en calculant l'angle de tir, mais qui met 40 secondes? Bah, c'est à peu près le temps qu'il faut pour que Kyle Anderson déclenche son tir. Mais toujours est-il qu'il a été très intéressant défensivement et que c'était un bon connecteur sur cette série et qu'il est agent libre et qu'il faut prolonger, que potentiellement tu as des équipes qui peuvent faire une offre. Donc, encore augmenter la masse salariale. Le seul point positif pour eux, et encore une fois, c'est Bobby Marks qui l'a souligné, c'est qu'ils ne sont pas encore une équipe de la seconde à prendre. C'est-à-dire que comme le salary cap est gelé jusqu'au 1er juillet, tu n'as pas l'extension au max du max d'Anthony Edwards qui est entré en vigueur. Donc, ils peuvent encore recevoir plus de salaire que ce qu'ils n'envoient. Parce que vous savez, encore une fois, on l'a dit tout au long de ces post-mortem, et sinon, allez réécouter le podcast CBA qu'avaient fait Amine et Tom l'an dernier sur la seconde apron. Lorsque vous êtes dans la seconde apron, vous ne pouvez recevoir, il faut que ce soit 100%. Vous recevez autant que ce que vous envoyez en termes de salaire. Donc là, ils ont jusqu'au 1er juillet, enfin jusqu'au 30 juin, qui est le dernier soir de la saison 2023-2024 au niveau des finances, pour recevoir plus d'argent. Même si, voilà, en termes de salaire, il me semble que c'est 108%, quelque chose comme ça, que tu peux plus recevoir. Peut-être qu'ils peuvent s'améliorer sur ça, mais si tu veux échanger en termes de contrat, bah, tu arrives tout de suite sur des joueurs 4, quoi. On enlève Gobert, Towns, Edwards. Bah, c'est Jaden McDaniels qui a été très intéressant. C'est Naz Reid qui a été très intéressant. Mike Conley, tu l'as prolongé, donc tu peux pas l'échanger. Et en dehors de ça, c'est Nickeil Alexander-Walker qui a un contrat et qui lui aussi sera free agent l'été prochain. Et c'est même d'ailleurs une deuxième victoire, c'est d'avoir mis 2 ans à Nickeil Alexander-Walker lorsque tu l'as signé l'été dernier. Parce que si on avait ce joueur qui était sur le marché des agents libres cet été, il aurait pris largement plus. Donc, en fait, tu peux t'améliorer, mais faut taper dans des joueurs de rotation qui jouent 25 minutes. C'est ça. Et c'est là où pour moi il y a une certaine limite, c'est la limite de leur stratégie, c'est que on parle beaucoup de certains prototypes de construction d'équipe et je trouve qu'il y a trop, compte tenu des événements actuels, on met beaucoup en avant les équipes qui ont parié sur des très forts role-players, mais le problème de ces très forts role-players, c'est que, alors, tu as souvent le moment où tu dois les payer et tu dois les payer avec l'inflation des revenus en avant. Et le fait est que si tu veux passer un cap, c'est très dur d'échanger des role-players qui ont beaucoup de valeur chez les autres équipes, mais d'avoir de la valeur terrain qui aurait du sens. Parce que les équipes seront prêtes à lâcher du spéculatif, on l'a souvent dit, mais est-ce qu'elles vont pas lâcher, prenons l'exemple de Jaden McDaniels, qui va lâcher un truc terrain ou un élément terrain des joueurs qui auraient du sens pour les Wolves contre Jaden McDaniels, parce que ça n'a pas de logique en soi d'échanger des joueurs qui ont de l'apport terrain contre Jaden McDaniels si tu veux acquérir Jaden McDaniels. Voilà, prenons l'exemple typique. Et c'est pour moi un peu aussi une des limites des Wolves quand tu as un peu fait le récapitulatif de l'effectif, c'est que je vois pas en cas d'échange, pour moi, ils peuvent pas combler la perte de skill set. Et leur équipe est maximisée dans leur état actuel et ils peuvent pas se permettre d'échanger certains joueurs. Première chose. Deuxième chose, moi, j'avoue que autant financièrement, la prolongation de Mike Conley est intéressante pour Mike Conley de mai 2024. Mon gros problème, c'est qu'avec des joueurs de cet âge-là, encore une fois, je me répète souvent à ce niveau-là, il y a un monde où Mike Conley, d'avril 2025, c'est 70% du Mike Conley actuel. Et c'est ce qui arrive très vite, les chutes de niveau assez drastiques avec des joueurs qui ont passé 35, 36, ça peut arriver facilement. C'est ma seule petite inquiétude aussi à un poste où tu l'as dit, Montemoris, ça n'a pas marché, où ils sont dépendants de la production de Mike Conley. C'est ça qui m'inquiète un peu, personnellement. Oui, c'est ça, parce que Mike Conley, c'est vraiment le profil parfait à mettre à côté d'Anthony Edwards. En tout cas, sur le poste 1. C'est-à-dire que meneur qui est capable de prendre des décisions balle en main, qui est capable de sanctionner sur catch and shoot. Voilà, c'est vraiment le profil intéressant. Et comme tu l'as dit, effectivement, peut-être que les 10 millions de Mike Conley à 38 ans, ils vont peut-être un petit peu piquer, mais c'est une équipe qui, en fait,
c'est toujours la même problématique et je pense que c'est la problématique de oui, si t'essayes de t'améliorer, en fait, t'es déjà finaliste de conf, donc qu'est-ce que tu peux trouver à salaire équivalent meilleur que Jaden McDaniels par exemple ou meilleur que Nasrid? Tu peux peut-être faire un 2 for 1. Ça veut dire peut-être que un joueur n'aura pas l'apport de Jaden McDaniels, mais peut-être diviser son salaire en deux, ce qui sera d'ailleurs plus simple à échanger potentiellement si tu veux réduire tes dépenses. Et peut-être que ces deux joueurs-là, avec leur skill set, peuvent combler le départ. Mais Jaden McDaniels, c'est un défenseur qui est excellent sur point of attack, qui avait montré quelques progressions balle en main. Et puis moi j'avais été un poil déçu de sa progression sur l'ensemble de la saison, mais qui était capable de sanctionner à 3 points. Alors voilà, c'est cette problématique de t'es en finale de conf, mais quand tu es en finale de conf et que tu joues avec tes défauts qui étaient des défauts qui sont réapparus, à savoir une vraie dépendance au shot making d'Anthony Edwards et de Karl Anthony Towns, et que finalement autour il y a assez peu de choses qui se passent, et je trouve que tu es assez loin finalement de Dallas, et que oui, il y a des matchs qui sont serrés, il y a des matchs qui se jouent dans des situations de clutch, mais ce sont des situations sur lesquelles on avait montré la faiblesse de Minnesota tout au long de la saison. C'est pas quelque chose qui vient de nulle part. Donc, ouais, tu parais si proche, mais en même temps si loin, et les moyens de combler cet écart, je trouve que ce soit financièrement ou que ce soit en termes de joueurs, t'es peut-être à un ou deux joueurs de rotation d'arriver au niveau de Dallas et d'arriver potentiellement au niveau de finaliste NBA, mais que c'est un ou deux joueurs, soit t'auras pas la marge financière pour les récupérer, soit c'est des joueurs qui n'existent pas ou qui ne sont pas disponibles. C'est vrai, je vous invite, et c'est pas parce que j'étais l'attaché, le chargé Wolves, mais je vous invite à aller réécouter la preview. Personne le fera, mais voilà, c'est pour la forme, Constant, où effectivement c'est l'attaque, la production en attaque sur demi-terrain, où on avait montré qu'il y avait trop de dépendance à la capacité d'Anthony Edwards de créer offensivement, qu'il avait une grosse charge offensive, et que parfois c'était Anthony Edwards et un role player, voilà, qui sort du chapeau. Ça a souvent été Nasrid. Il y a eu des séquences avec Jaden McDaniels qui a mis un ou deux cartons, et que en dehors de ça, c'était une attaque assez pauvre, et c'est des éléments qui sont très difficiles à trouver sans perdre encore une fois cette assise défensive, parce que ça n'aurait aucun sens, un peu pour faire un parallèle avec ce qu'on a dit pour Indiana, à trop vouloir améliorer ton attaque, perdre ton assise défensive, parce que c'est l'assise défensive qui a permis aux Wolves d'arriver là où ils sont. Donc c'est un équilibre qui est difficile à trouver, et c'est là où c'est une campagne de playoff qui est difficile à juger, parce que un peu comme dans des circonstances totalement différentes, si je fais un parallèle avec Indiana, dont on a déjà parlé tous les deux ensemble, c'est que je sais pas dans l'absolu si les Wolves étaient vraiment une des 3 meilleures équipes NBA cette saison. Je sais pas. Par contre, il y a des moments où ils l'ont été sur cette série, sur cette campagne de playoff, voire plus. Et c'est ça la capacité à peut-être pas trop se pavaner sur des super petits échantillons, mais qui ont quand même existé. C'est trouver cet équilibre entre se dire, on a déjà vu Anthony Edwards qui affiche un niveau de fou furieux dans le shot-making, et c'est un joueur qui existe, et de l'autre, se dire, d'un côté, Anthony Edwards n'a fait ça que 6-7 matchs, et c'est pas non plus une base sur laquelle il faut partir. C'est un équilibre qui est difficile, et même pour le front office, je dis que tu peux facilement tomber dans les deux extrêmes, et c'est un truc que les Wolves doivent apprendre à ne pas trop faire. Justement, c'est pas une transition, elle est pas très habile, mais constant. En parlant d'Anthony Edwards, qui est peut-être pas encore terminé en tant que joueur, qui est pas encore dans sa version optimale, finale, et de l'autre, on a déjà parlé de ça, de Conley et même de Rudy Gobert qui vieillissent, tu émets l'hypothèse que les Wolves pourraient être face à un léger problème de temporalité, c'est ça? Ah oui, parce que effectivement, Anthony Edwards est pas terminé, parce que si on en croit les médias américains, il est pas encore au niveau de Michael Jordan. Donc effectivement, il est pas encore obligé. Je me demandais quand il était un test qu'il allait me la sortir. Ah, Anthony Edwards, le visage de la ligue, le nouveau Michael Jordan, hein, c'est quand même ça il faut en parler. Hein. Moi, je déteste pas du tout Anthony Edwards. Je déteste la manière dont il est traité et la manière dont il est envisagé comme mince, Ja Morant et Zion Williamson, les cas ont pris un peu de plomb dans l'aile, donc il y a trop d'Européens pour nous chez ESPN qui dominent, donc faut qu'on arrive à vendre le nouveau joueur américain dominant. Donc on va en faire des caisses sur ce joueur-là. Mais c'est quand même l'un des rares joueurs qui a réussi à faire dire à certains
journalistes un petit peu analytiques entre guillemets, ou à des joueurs qui analysent vraiment le parquet et qui sont un peu qui sont focus, on va dire, sur l'efficacité. En tout cas, des joueurs qui seraient pas forcément fans du profil d'Anthony Edwards. C'est un rare joueur qui a réussi à faire dire à ces journalistes-là, en sortie de Game 7 face à Denver, oui, c'était un 6 sur 24, mais c'était un 6 sur 24 de leader. Je l'ai entendu partout, Constant. C'est un des meilleurs 6 sur 24 de l'histoire. Et ça, moi, ça me consterne. Et vraiment, plus que la valeur réelle du joueur sur lequel, voilà, je vais être honnête, c'est pas le profil que j'aime le plus, mais que j'estime malgré tout. Surtout, comme tu l'as dit, qu'il a montré, notamment sur le premier tour face à Phoenix, qu'il était capable d'évoluer à un très haut niveau. Mais la manière dont il est traité et la manière dont il est porté au nu, c'est un truc qui me consterne et c'est un truc que je trouve d'autant plus consternant, c'est la surréaction d'une certaine partie du Twitter NBA en fonction des performances. C'est-à-dire que Anthony Edwards après le premier tour face au Wolves, après le premier tour face au Suns, c'était un des 5 meilleurs joueurs du monde si on écoutait Twitter. Anthony Edwards après la finale de conf face aux Mavs, ça y est, c'était un joueur qui était je sais pas qui était 19e ou 20e du DH20. Donc et ça s'applique à d'autres joueurs. Hein. Luka Doncic, il a fait une série d'élite face à ces Wolves. Ça y est, on va le porter au nu de meilleur joueur du monde, alors que les deux séries face aux Clippers et face à OKC, il est pas non plus extraordinaire. Donc voilà, c'est un peu cette surréaction-là. Petit coup de gueule sur le fait que les playoffs amènent beaucoup de surréactions et que le cas Anthony Edwards est très polarisant aussi parce que d'un côté, on va dire que les fans d'Anthony Edwards, ils sont très haut placés chez ESPN ou dans les médias américains et qu'ils ont souvent tendance à en faire des caisses. Toujours est-il que cette temporalité, pourquoi les Wolves sont, et c'est Tom qui en parle aussi souvent, les Wolves, quand ils font le trade de Rudy Gobert, ils se disent, OK, on a fait le premier tour face aux Grizzlies en 2022. On estime qu'Anthony Edwards est capable de nous emmener au niveau où on voudrait être, à savoir être champion. Du coup, on joue carte sur table, on sacrifie nos assets sportifs, à savoir nos tours de draft, pour récupérer Rudy Gobert. Sauf qu'on voit, justement pour parler de cette série face aux Mavs, on voit que Anthony Edwards n'est pas encore au niveau d'un Luka Doncic. Il y a encore quelques prises de décision qui sont pas très bonnes. Au niveau du shot-making, il n'est pas à ce niveau-là, donc il peut pas complètement sanctionner. Sauf que ils ont deux problèmes au niveau de la temporalité qui vont contre l'apport d'Anthony Edwards et qui font que ils sont dans une situation où ils sont pas all-in, mais quasiment, alors qu'Anthony Edwards n'a pas encore atteint son plein potentiel. Financièrement, comme je l'ai dit, ils sont bloqués. En termes de tour de draft, ils en ont plus quasiment. Donc, c'est pratique au moins d'être une équipe de la seconde à prendre. C'est que comme tes pics de draft, comme tes pics de draft à A+7, donc 7 années après, ils sont supprimés, comme t'en as pas, au moins t'es tranquille. T'as pas cette problématique-là. Mais au niveau de l'effectif, comme tu l'as dit, Ben, McConley va sur ses 37 ans, Rudy Gobert va sur ses 32 ans, et on voit que ces profils-là, c'est des profils qui vont pas forcément durer. Alors Gobert est un joueur qui se blesse rarement, mais on peut quand même avoir quelques incertitudes. Au niveau financier, moi, c'est ce qui m'embête un petit peu, c'est que je pense que tu auras des choix qui vont être faits sur Naz Reid, sur Nickeil Alexander-Walker, et j'ai peur, en fait, très honnêtement, que ces Wolves, en fait, la meilleure version des Wolves ou la version des Wolves la plus étoffée en termes de roster, ce soit cette année, donc la 2023-2024, et l'an prochain, la 2024-2025. Et ça te donne une fenêtre de 2 ans, un plein potentiel, là où ton meilleur joueur n'est pas encore à son niveau optimal. Et ça m'embête un petit peu, et j'ai peur que sur les années où Anthony Edwards sera à son niveau optimal, où il sera dans son deuxième contrat, où il sera au maximum de ses capacités, l'effectif sera de moins bonne qualité, moins bien fourni. Mais tu vois, je pense que là où c'est peut-être un désaccord entre nous deux, peut-être un désaccord avec le reste de l'équipe DH, c'est que pour moi, le postulat du trade de Gobert, c'est pas le titre. C'est 2 tours, passer 1 ou 2 tours, ou c'est le titre avec comme condition que Anthony Edwards se transforme en joueur top 10 DH20. Mais si tu ne prends pas en considération ça, pour moi, c'est un trade, et c'est pour ça que je voulais en parler au début, selon moi que le trade est justifié en partie. Ah oui, vous allez me dire, ah oui, on peut pas justifier un trade uniquement par les résultats sportifs. Pour une équipe qui a eu quand même traversé du désert en termes de participation en playoff et qui a, sur le 21e siècle, très peu de campagnes concluantes, soyons honnêtes, c'est potentiellement leur meilleure campagne, leur deuxième meilleure campagne de playoff au 21e siècle. Pour moi, ça justifie en partie le trade, et c'est pour ça que
effectivement, là où je suis d'accord avec toi, c'est probablement à cause du casse-tête financier dans lequel ils vont probablement devoir se séparer cette année ou l'année prochaine de certains role-players sans avoir en contrepartie de l'apport terrain suffisant. Je pense que leur objectif avec le trade de Gobert est en partie rempli, c'est-à-dire être un acteur majeur de l'Ouest pendant 1 ou 2 saisons. Voilà, si l'année prochaine les Wolves sont en demi-finale de conf, pour moi ça valide complètement le pari. C'est là où ce qu'on disait à une époque et qu'on répète peut-être sans doute pas assez, tout le monde ne joue peut-être pas le titre et peut-être que ce trade se justifie d'autant plus et que les blocages qui apparaissent actuellement côté Wolves avaient été anticipés bien évidemment, mais avaient été anticipés et se justifient d'autant plus qu'ils sont arrivés au niveau espéré sportivement. Je le vois comme ça. Oui, c'est possible. Comme tu l'as dit, faut pas sous-estimer le fait que Minnesota a remporté 3 séries de playoffs depuis la création de la franchise. Hein. Non, 4 séries de playoffs. 4 séries de playoffs parce qu'ils font 2 x 2. Voilà, 4 séries de playoffs remportées en 35 ans. Donc, ils ont doublé leur nombre de séries de playoffs remportées cette année. Rendez-vous compte. Voilà, effectivement, c'est un point où peut-être qu'ils peuvent s'en sortir avec un petit peu de récession économique, j'ai envie de dire, en disant bon, là sur les 2 prochaines années, on va souffrir, mais en 2026, donc dans 2 saisons complètes, 24, 25, 25, 26, dans 2 saisons complètes, Rudy Gobert sera free agent. C'est-à-dire que peut-être que tu es dans une période où tu dis ok, là tu as 2 ans où au niveau de la luxury tax, ça va être extrêmement difficile. On va 75 millions l'an prochain avec la repeater tax plus l'augmentation des salaires, sachant que l'augmentation des salaires sera plus importante que l'augmentation du cap, vu qu'ils ont mis 8% à tout le monde, 8 points de pourcentage d'augmentation à tout le monde d'une année sur l'autre. Et ils pourront même pas compter sur l'augmentation du salary cap et le nouveau CBA pour réduire un petit peu le pourcentage du cap que les contrats prennent. Peut-être que ils seront à 125 millions de luxury tax sur 2025-2026, mais qu'à partir du moment où Gobert ne sera plus à 30% du cap et qu'il aura toujours un bon niveau et que tu peux économiser, je sais pas, tu passes de 46 à, je sais pas, 26-27 millions, ce qui sera encore très élevé pour Rudy Gobert, et c'est peut-être le moment où les finances vont s'assainir, mais il faudra se poser la question de quel niveau pour Rudy Gobert en 2026, quoi. C'est ça qui m'embête un petit peu au niveau des finances. Peut-être qu'ils peuvent avoir 2 saisons ultra difficiles et qui serrent la ceinture en disant ça vaut le coup, on garde tout le monde quoi qu'il en coûte au niveau de la luxury tax et dans 2 ans, ça va un petit peu se calmer. Mais il faudra voir encore une fois l'âge des joueurs et il faudra voir le rendement de ces joueurs-là d'ici 2 ans. C'est ça. Pour moi, il y a aussi une notion de première. Ça a été construit comme la première bonne équipe d'Anthony Edwards. Voilà, c'était la première bonne équipe et peut-être que ça ne sera pas la forme ultime de l'équipe dans 3-4 ans, sachant que, comme tu viens de le dire, Rudy Gobert sera plus vieux et sera free agent. D'ici là, Mike Conley ne devrait plus être un joueur majeur de l'effectif. D'ici là, peut-être qu'il y aura eu un choix fait autour de Karl Anthony Towns, joueur qu'on a peu mentionné dans le podcast, mais voilà, pour moi, en tout cas, ça justifie le fait d'avoir investi pour avoir une première bonne équipe. Parce que si tu pars du principe, et on est tous d'accord là-dessus, que le centre de ton projet, c'est Anthony Edwards, tu as fait des bons choix en termes de, comment dire, ça ouvrirait toute une porte nouvelle dans ce podcast, mais en termes de responsabilisation sur du playmaking, en termes de responsabilisation sur du scoring, peut-être que la surresponsabilisation d'Anthony Edwards dans ce format d'équipe-là aura des conséquences positives dans un format d'équipe autre. Mais ça, c'est un plan plus moyen terme qui est difficilement anticipable et sur lequel on va pas trop disserter dans ce post-mortem-là. Mais moi, c'est un peu comme ça en réfléchissant pas mal aux Wolves où je me suis dit que, si dans une équipe ultra défensive actuellement, si dans 3-4 ans, l'équipe des Wolves est différente, mais que tu auras tellement responsabilisé Anthony Edwards que ça deviendra une menace sur le playmaking et sur le scoring, c'était peut-être des périodes de playoffs un peu difficiles et de saisons régulières un peu difficiles que tu auras justifié grâce à ces campagnes de playoffs qui auront permis à Edwards de passer un cap. Je pars un peu dans tous les sens. Constant, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, encore une fois, comme j'ai dit pour Indiana, il faut pas se bloquer sur potentiellement les considérations financières. Voilà, nous, on aime bien parler des sous, mais encore une fois, quand on fera le podcast sur la fenêtre des titres, les Wolves,
potentiellement, tu peux les mettre, allez, tier 1 ou tier 2. Il faut, encore une fois, je pense que ce sera l'enseignement personnel que je vais tirer de cette saison NBA, c'est que il faut être beaucoup moins catégorique, en tout cas de mon côté, hein, je parle de mes interventions, peut-être être beaucoup moins catégorique ou beaucoup moins fermé sur ce qui peut se passer ou sur la capacité de certaines équipes à être contenders. C'est-à-dire que, encore une fois, qui aurait pu avancer que les Wolves iraient en finale de conf, qui aurait pu avancer que Dallas serait en finale NBA. On est dans des périodes où c'est tellement ouvert que il faut pas se dire les Wolves l'an prochain ça va être moins bon que ce que ça a été cette saison. Franchement, et moi surtout, en tout cas personnellement, je parle pour mon ressenti personnel, quasi l'intégralité de la saison régulière à dire bah non, OKC Minnesota, c'est pas vraiment des contenders, on n'y croit pas trop. On avait fait un podcast fin décembre, on disait est-ce que ce sont les nouveaux chefs de meute en saison régulière peut-être, mais en playoff on attend de voir confirmation. Là, tu as eu confirmation parce qu'ils ont sorti Denver qui était le champion en titre. Donc attention quand même à pas être à pas être aussi catégorique et attention à ne pas sous-estimer la capacité, à pas sous-estimer le fait que s'ils sont arrivés en finale de conf, c'est pas non plus par hasard, c'est parce qu'il y avait énormément de qualité. L'assise défensive, elle a été extraordinaire. La taille, la longueur, vraiment, c'est l'une des meilleures équipes défensives, ces Wolves qu'on a vu depuis un sacré paquet d'années. Hein. Très honnêtement, l'intensité défensive qu'a été capable de mettre cette équipe, c'était une folie furieuse. Donc attention à pas être, encore une fois, pas avoir des avis très fermés, parce qu'on ne sait jamais l'an prochain, peut-être que Anthony Edwards, comme tu l'as dit, aura franchi un nouveau cap. Peut-être que ce sera un joueur, je sais pas, top 6, 7, 8 des H20, et peut-être que là, toutes ces problématiques, elles vont être effacées et que finalement, les Wolves seront dans la course, complètement dans la course pour viser le titre. Merci, je vais l'ajouter ça, mais oui, alors c'est une conclusion qu'on partage, je pense, et globalement dans l'équipe d'Unkebdo, c'est un grand mea culpa qu'on doit faire, en tout cas c'est un ajustement qui est nécessaire, c'est notre vision des équipes contenders qui doit être beaucoup moins restrictive, parce que effectivement on est dans une séquence où quand on va faire le podcast qu'on est en train de teaser, j'en parlais avec Adrien, on le tease mais à chaque épisode maintenant dans le post-mortem, quand on va faire notre podcast fenêtre de titre, il faut peut-être avoir 7 équipes dans le chapeau, 7-8 peut-être maintenant, et en rétablissant d'autres critères dont il faudra parler. Et les Wolves, c'est là où ça prend plus de sens, ce pari sur cette équipe-là, dans ce contexte a du sens. Dans un contexte beaucoup plus fermé, où l'accès au chapeau 1 serait beaucoup plus limité, ça n'aurait aucun sens de parier sur une équipe où le meilleur joueur n'est pas encore un des 10 meilleurs visiblement, ne veut peut-être pas se classer dans le top 10 du DH20, et encore, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais dans cette fenêtre actuelle, ça a du sens. Donc pour moi, c'est là où je pense que financièrement, ça n'aurait aucun sens pour les Wolves de faire déjà des économies drastiques dès cette année. Parce qu'il y a encore année 2, tu peux espérer quelque chose, tu peux espérer, tu l'as dit, on en a parlé, la progression d'Anthony Edwards, tu peux espérer qu'un Jaden McDaniels peut-être franchisse encore un cap, tout en ayant un Mike Conley encore dominant, un Rudy Gobert encore dominant, je vais y arriver à un Mike Conley qui soit encore capable d'apporter d'être un complément à Anthony Edwards. Donc, dans la NBA actuelle, ce projet a du sens. On aurait fait le post-mortem il y a 6 ans des Wolves, le constat aurait été totalement différent. Mais actuellement, je pense que ça se défend. Eh bien, voilà, Constant. Alors, cet épisode, fenêtre de titre, je t'avoue que je suis en train de me dire comment on va le faire, parce qu'on a promis de parler d'à peu près 14 trucs différents dedans, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Est-ce qu'on va le faire? Alors, je donne tous les coulisses, enfin là, c'est plutôt les coulisses de mon cerveau. Je commence à me dire, je me dis de plus en plus que ça sera peut-être un podcast en 2 parties. On ne sait pas. On va voir ce qui va en être. En tout cas, Constant, c'est peut-être la dernière fois qu'on t'entend sur les post-mortem avant les finales NBA, ou en tout cas avant le post-mortem peut-être ultime sur le perdant des finales NBA, parce que probablement que cet épisode sortira après le début des finales NBA, on ne sait pas encore. Constant, est-ce que tu es prêt pour les finales NBA? Parce que je ne sais pas si tu seras des previews de la finale NBA. Est-ce qu'il y a un peu de hype pour cette finale? Alors je pense qu'au niveau des calendriers, en connaissant mon calendrier et sachant que si on fait une preview potentiellement
potentiellement en direct. Je sais qu'au niveau des calendriers, ce sera pas possible. Donc, il est fortement probable que je ne sois pas disponible pour la preview des finales NBA. En tout cas, si elle est faite en live. Non, je suis pas particulièrement. Enfin, non, mais c'est des finales NBA, donc je suis content, mais je suis pas non plus particulièrement hypé. C'est-à-dire que Kyrie à Boston, moi, je trouve ça, je trouve ça rigolo de voir que voilà le grand retour un petit peu du grand méchant. Après, je vais pas vous mentir, et si vous me suivez sur Twitter, vous savez déjà que j'ai une équipe. Enfin, mon choix du cœur est déjà porté sur une équipe, et il y a pas eu longtemps à débattre pour savoir vers quelle équipe mon cœur, ou en tout cas mon supporterisme par procuration va se diriger. Mais après, non, ça promet d'être des belles finales et une belle opposition de style, comme je l'ai souvent dit, entre une équipe qui protège le cercle à tout prix, quitte à concéder des 3 points, et une équipe qui n'a pas grand intérêt dans ses schémas offensifs d'attaquer le cercle. Eh bien, on applaudit très fort Constant. Parce qu'entre les previews et les post-mortem, il a été très très grand. Donc applaudissons-le. Et on le retrouve. Ah bah, alors là, franchement, Constant, si on arrêtait de parler à ce niveau-là, ça fait 7 ans que je ne ferai plus de podcast, hein, Constant. Donc il faut assumer. Non, parce que essayez de trouver mes bonnes takes. Franchement, elles se comptent sur les doigts d'un doigt. Et j'ai dit les doigts d'un doigt. J'ai pas dit les doigts d'une main. Les trucs, tu vois, alors, Alan Guillot, encore une fois de Santa Clara qu'on salue, Alan Guillot, il avait très souvent des opinions qui étaient divergentes, mais qui étaient bonnes. Encore plus quand il parlait de la draft. Moi, mes opinions divergentes, elles étaient souvent catastrophiques. Donc, j'essaye de trouver des trucs où j'étais un peu à contre-courant, on va dire, de la masse globale, et où j'avais raison a posteriori. Et là, en y pensant, je trouve pas. Donc, c'est pas bon signe. Ouais, mais Constant, le plus important, c'est pas toujours la take, c'est la justification de la take, tu vois. Parce que tu peux sortir une take sur n'importe quoi, si tu la justifies pas et qu'après tu sors en grand vainqueur, ah ouais, je l'avais dit, ouais, mais juste, en fait, tu jouais à la roulette russe. Donc, la justification est toujours probante. Donc, même si tu as eu des ratés, les ratés, ça arrive à tout le monde. Franchement, celui sur cette campagne de playoff qui s'est pas raté, il nous ment. Voilà, il nous ment parce que tout le monde, on s'est tous trompés sur beaucoup de choses. T'as parlé du premier tour, on était beaucoup chez nous à voir les Suns disposer des Wolves, ça n'a pas été le cas. On voyait beaucoup le Denver Celtics sembler à certains moments inévitable. Il l'a pas été, en tout cas du côté des Nuggets. Donc voilà, mettez des big up à Constant dans les commentaires sur YouTube. Il ne faut pas qu'il se autocritique. En tout cas, nous, on va s'arrêter là pour ce post-mortem. Dernier truc, tiens à dire que dans la team de... Enfin, tu as parlé des playoffs en disant celui qui ne s'est pas trompé sur les playoffs jette la première pierre. Ah bah, je suis désolé, monsieur Adrien, dans son pronostic de playoffs, dans son pronostic de tableau des playoffs avant que les playoffs débutent, il avait mis Dallas-Boston en finale NBA. Il nous a envoyé le screen, donc lui au moins ne s'était pas trompé. Voilà. Il en avait pas fait 2 de bracket. Je sais pas, mais il avait mis Indiana qui sortait Milwaukee et Dallas en finale NBA. Ouais, donc comme quoi être un hater de Giannis, ça paye dans la vie. Voilà. en tout cas, non, on rigole, Adrien. C'est vrai que Adrien, il y a un épisode alternatif à faire où le pauvre Adrien se morfond sur le fait qu'il soit tombé malade pile pendant la preview des Mavericks, alors qu'il allait hyper les Mavericks comme jamais. En tout cas, on vous remercie. Les finales NBA auront très probablement commencé ou commenceront probablement dans les heures qui suivent. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour parler soit des finales NBA, soit conclure les post-mortem parce qu'on doit encore parler des Cavs. Ça sera l'ultime post-mortem avant, bien évidemment, le post-mortem du perdant des finales NBA. Merci encore, Constant, et puis à très vite. Salut. Salut.